d'accueillir ce soir le professeur Haïm Sadoun. Sachez, il est professeur à l'université ouverte, on dit en hébreu à l'université Aptucha, et au Mahon Yad Ben Tzvi, où il dirige précisément un desk qui s'occupe des Juifs d'Afrique du Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est dire que c'est probablement le meilleur spécialiste du sujet qui nous occupe aujourd'hui. La conférence de ce soir est un petit peu particulière parce que, pour ce qui nous concerne, l'équipe de la Midreshet Yehuda Manitou, il s'agissait vraiment d'un impératif. En effet, il y a eu tout un débat pendant le Yom HaShoah et quelqu'un a dit « les séfarades, ils s'en foutent de la Shoah ». Bien entendu, de toute façon, c'est complètement faux, même s'ils n'ont absolument pas souffert, même s'ils ont entendu parler de la Shoah après la guerre par la télé, ça ne les empêche pas d'être absolument concernés par la Shoah. Mais nous avons vu qu'il était impératif de parler de l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord pendant la Shoah, parce que vous voyez, l'histoire, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend pour avoir de la culture, c'est quelque chose qui nous concerne à nous aujourd'hui. Professeur Ben Sadoun, je vous donne la parole. Merci beaucoup de m'inviter. Réactivez votre micro. En bas à gauche de votre écran. Invité, je dirige au centre, à l'Institut Ben Tzvi, un centre de recherche qui s'appelle les Juifs d'Afrique du Nord. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons créé ce centre de recherche. Ça fait déjà 14 ans et nous essayons de faire des recherches et même de publier ce que nous faisons dans ce centre de recherche au niveau des nouvelles lectures, des nouvelles publications sur le sujet. Donc, moi, j'ai décidé de parler ce soir sur un peu quelques nouveaux regards sur la question des Juifs d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas précisément de parler sur ce qui s'est passé, ce que nous savons sur exactement ce qui s'est passé de la guerre. Et c'est essayer de vous dire, regardez, depuis 14 ans, de ce que nous avons fait, de toutes les recherches que nous avons commencé à faire, voilà à peu près quelques tendances. Ce n'est pas exactement ce que sera les derniers résultats de nos recherches, c'est quand même quelque chose qui se passe et très, il est en temps de recherche. Ce n'est pas une recherche qui était terminée, mais les chemins, les nouveaux chemins, c'est très important. Et pour nous, j'ai vu parmi vous M. Daniel Gall, que je connais très bien, et je suis très content qu'il est là parmi nous ce soir. Donc, je vais commencer par un peu une histoire personnelle. Et mon père avait 14 ans. Comme il était un petit garçon à cette petite ville qui s'appelle Sfax, au centre de la Tunisie, c'est la deuxième plus grande ville en Tunisie, comme les Allemands et les Italiens sont enterrés à la ville de Sfax, et on voit ici des soldats allemands et des soldats italiens avec la population de la ville de Sfax. Il était très influencé par cette guerre et il a commencé ses activités parmi le mouvement sioniste qu'il a été un de ses dirigeants tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pendant la guerre, il avait même des relations avec des soldats britanniques, avec des soldats juifs dans des armées. Il a toujours préservé, je ne sais pas comment il a fait ça, les photos et même ce qu'il a écrit pendant la guerre. Il avait une collection des cahiers de guerre qui étaient diffusés pendant la guerre et à Sfax. C'est quand même quelque chose de très rare qu'il m'a qu'aujourd'hui j'essaie d'utiliser, même des brochures sur la Tunisie pendant la guerre qui était faite par l'armée américaine. Voilà, ça c'est mon père, Jacob Saadou. En 1947-48, il avait dans la maison, la petite maison de sa famille, une chambre qui était sa chambre. C'était la seule, il était le seul
garçon de la famille qui avait une chambre spécialement pour lui. Donc, comme je vous ai dit, en 1946, il est rentré, il était un des dirigeants les jeunes amenés de Sion, ce qu'on appelle aujourd'hui Tseire OAV et Sion. Ça, c'est la carte d'adhérent de mon père de 1946. Et ici, vous pouvez le voir dans un club en 1947 peut-être, 47, 46, 47, et le club de Moadon OAV Sion. Ça, c'est la photo de mon père, je vous dis. Et même, je vois que pendant la guerre, tout de suite après la guerre, il avait des dictionnaires qu'il a fait en anglais-français, et il avait même des journaux. Ça, c'est un journal personnel qu'il a écrit sur les réunions de la Haganah. Et à Sfax en 1945-46, c'est quelque chose de très rare. Et au mois de juillet 1948, il a quitté la Tunisie, il a quitté au mois d'avril 1948 et la Tunisie, il a fait son émigration clandestinement en Tunisie, de Tunis à Marseille et de Marseille il a fait son alia en Israël clandestinement. C'était au mois de juillet 1948, il a quitté avant la création de la guerre de l'État d'Israël et il est entré au mois de juillet 1948 sur le nom Jacob Matlovsky parce que les gens croyaient à cette époque-là que ce ne sera pas bien de savoir exactement de quel pays il est venu. Donc, il avait le nom de Jacob Matlovsky. Il a fait la guerre d'indépendance. Après ça, il a créé le Moshav et Gilad. Tout ça pour vous dire deux choses que, pardon une minute, c'est qu'en 1985 qu'il a commencé à écrire ses souvenirs de la guerre de Sfax. Je ne veux pas rentrer maintenant sur les souvenirs de la guerre, mais simplement je voulais vous dire deux choses. Premièrement, que comme un sioniste très ardent en Tunisie, et comme il est arrivé en Israël, il n'a pas voulu parler en français. Donc la première langue que j'ai apprise, c'était l'hébreu. Et avec ce mal de français que j'ai fait tous mes efforts de reprendre la langue française. Ça me prend beaucoup de temps. Ce n'est pas la langue française commune qui a vécu toute sa vie en France et que c'était la première langue qu'il avait. On était dans une shlichut, dans une mission d'Aliyah en 1953 et à Sfax, il est resté là-bas 4 ans. Et c'est là-bas que j'ai commencé à parler un peu le français. Mais tout ça est revenu avec mes recherches que j'ai fait. Mais il y avait encore quelque chose de très intéressant. J'ai une collection de lettres que mon père a écrites entre 1945 et 1948. Ça veut dire avant son alia clandestinement en Israël. Et dans ces lettres, j'ai vu quelque chose de très bizarre, qu'il ne parle pas de la guerre. Donc la guerre n'était pas importante en 1946, en 1947. Mais quand j'ai commencé à interroger mon père en 1985, il a commencé à parler de la guerre. Et il avait d'autres souvenirs qui sont très intéressants, mais je reviendrai sur ces souvenirs à la fin de l'intervention plus tard. Donc, il y a encore un sujet qui est très intéressant de savoir, et je crois que Brigitte a commencé à le dire, c'est que l'intérêt public au cours de ces 2 dernières décennies est vraiment très vaste. Ça veut dire en Israël, en France, même aux États-Unis, même en Afrique du Nord, on parle beaucoup de la question de la Deuxième Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord. Donc, je vais essayer de vous dire 4 points où on peut voir tout cet intérêt public. Premièrement, il y a de nouveaux films et des documentaires, comme le film de Marco Carmel, Matter of Time, c'était en hébreu et en anglais, un film très important sur les Juifs de Libye et les Juifs de Tunisie. Il y avait le film de Karine Albo, une réalisatrice juive algérienne, La Chante de Mariée. Il y avait le film très intéressant de Farid Bourdir qui s'appelle Village Jasmin, qu'il a fait avec Serge Moati à Paris sur la période, sur les souvenirs de Serge Moati, qui a écrit un roman qui s'appelle Village Jasmin. Il y avait même un film qui est très intéressant, c'est un sujet pour une autre intervention qui s'appelle Les Hommes libres de Ismaël Ferrouki, un réalisatrice marocain
qui parle sur l'aide du mosquée de Paris aux Juifs qui étaient à Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un film très intéressant, un très beau film avec un sujet historique très intéressant, mais le problème est que nous n'avons aucune évidence, aucun témoin qui parle sur le mosquée de Paris et comment il a sauvé les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Toujours, c'est des sujets que je peux continuer à développer, mais on n'aura pas le temps. Il y avait des films sur Young Pérez, le champion olympique de boxe, qui a été tué en 1945 pendant les marches de mort à Auschwitz, et qui était un homme très, très connu. Et il y a même un film qui n'était pas finalement fait par Claude Santiago, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Donc il y a énormément de nouveaux films, ça veut dire à peu près 10 films pendant ces 10 dernières années, c'est quelque chose quand même immense. Et même, il y avait la question des compensations en France et en Israël. Comme vous le savez, à la Knesset en Israël, au Parlement en Israël, et même en France, on parle beaucoup aujourd'hui de la question de compensation des Juifs qui étaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, il n'y a que les Juifs de Tunisie et les Juifs de Libye qui peuvent avoir des compensations du pays. C'est quelque chose des accords avec les Allemands. C'est une question très compliquée. On n'aura pas le temps de rentrer et de développer. Mais quand même, c'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup au Parlement. On a parlé beaucoup, il y a des demandes des Juifs du Maroc, d'Algérie, d'être parmi cette question de compensation des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait encore des sujets qui sont très intéressants. C'est l'ouverture des archives, notamment les archives en France pour la recherche de cette époque. Comme vous le savez, la période de Vichy était une période très difficile et très compliquée pour les Français. Et il y avait, les archives étaient fermées jusqu'à les années 2000 à peu près. Pardon? Avec l'initiative de Bill Clinton, qui était le président de l'États-Unis, il y avait un début de nouvelle ouverture des archives concernant la Deuxième Guerre mondiale en France et même en Afrique du Nord. Donc aujourd'hui, nous avons énormément de documents, je parle des milliers de nouveaux documents sur cette période-là, et je vais vous montrer quelques-unes plus tard, quelques documents plus tard. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez de chercheurs qui peuvent examiner, qui peuvent fouiller et qui peuvent comprendre ce que nous avons dans ces recherches. Il y avait de nouvelles publications sur cette période-là. Il y a un livre que le professeur Dan Mishman, qui est l'historien principal de Yad Vashem et moi, nous avons publié en France. Il y a un livre il y avait le revue mémorial de la Shoah qui a publié un volume uniquement pour la Shoah en Afrique du Nord et en pays orientaux. On a organisé des conférences chaque année. Chaque an, on organise une conférence à l'Institut Ben-Tzvi concernant ce sujet. Donc, comme il y a un nouveau vague, il y a un nouveau intérêt dans ce sujet-là. Donc, ici, vous pourrez voir un peu de tout ce recherche qui est vraiment une recherche extraordinaire. Et les livres que M. Claude Nataf, le président de la Société d'histoire juive de Tunisie, a publiés, c'est les deux journaux de guerre de Paul Sebag et de Robert Bourget sur leur activité pendant l'occupation allemande de la Tunisie. Donc nous avons maintenant de nouvelles sources, nous avons des archives en France et en Algérie, des archives au Maroc et en Tunisie. Il y a de nouveaux documents, il y a de nouveaux journaux. Nous avons trouvé le seul journal qui était publié pendant l'occupation allemande de la Tunisie, qui s'appelle Journal de Tunis, et entre novembre 1942 jusqu'à mai 1943. Donc, je vais essayer de parler de quelques nouveaux regards, de tout ce que nous voyons aujourd'hui, de ce qui se trouve dans les... Raïm, on t'entend plus? Le micro peut-être? Non, toujours pas. Maintenant, ça va?
Oui, c'est OK. Donc, je vais essayer d'élaborer 6 points, 6 sujets sur la question de ce que je parle de nouveau. Et regarde, je parlerai sur l'application de la législation de Vichy à la région de Constantine. Je vais parler un peu sur Vichy et les dirigeants de la communauté juive au Maroc, la résistance anti-vichiste en Afrique du Nord, les juifs du Libye pendant la guerre, c'est un sujet quand même qui est nouveau, un peu sur la politique juive des Allemands en Tunisie et quelque chose sur la vie quotidienne. Tout ça, c'est de nouvelles recherches que nous faisons maintenant à l'Institut Ben Tzvi et on espère de publier ça dans les années prochaines. Donc, un peu sur la question d'application de la législation de Vichy en Algérie. Donc, aux archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence, il y a un fonds d'archives qui s'appelle Service des questions juives et des sociétés secrètes. Tout ça, c'est à peu près quelques 5 ou 6 000 documents concernant la question d'application des lois de Vichy sur la communauté juive dans la région de Constantine. Je parle de la région, je ne parle pas que de la ville de Constantine. Donc, on peut voir ici à peu près comment il y avait la ligne de transmettre cette législation. Tout ça est venu de Vichy en Algérie, aux 3 départements d'Alger. En Constantine, ils ont créé ce service qui s'appelle Service de questions juives et des sociétés secrètes. Et tout ça était mis dans les petites localités. Il y avait à peu près 50 localités dans le département de Constantine. Et dans chaque localité, chaque ordre de Vichy a été mise dans chaque localité, même s'il n'y avait pas de juifs dans cette localité. Donc, on peut voir des manifestations antisémites français, même avant la guerre. Les Juifs, notre ennemi numéro 1, tout ça, ça se trouve dans les archives. Et français, les Juifs, nous trahissons, attention. Donc, vous voyez qu'on parle maintenant de nouvelles choses qui n'étaient pas tellement, même si nous savons qu'il y avait un vague d'antisémitisme, et on a dit antisémitisme des colons français, des pieds noirs français, et entre les années 1933 et 1939, mais ici on voit ça dans les dossiers de ce fonds de Constantine. Et même il y avait des article très important, 1940, ça veut dire la date où ils ont annulé le décret de Crémier en Algérie, c'était 70 ans de la législation de ce décret Crémier, fameux décret Crémier en Algérie. Donc il y avait une série, ici on parle de 78 ans après, une série de 10 articles pourquoi il ne fallait pas donner aux Juifs la citoyenneté française et en Algérie. Donc tout ça était avant la guerre. Et ici, on voit dans les journaux toute la justification d'exclusion des Juifs et même les procédures. Comment il faut faire exactement cette procédure d'exclure les Juifs de la société française en Algérie. Ce qui est très intéressant, très intéressant dans ces fonds d'archives, dans ce fonds d'archives, c'est les dossiers de demande de dérogation au statut des Juifs. Il y a 3 boîtes avec à peu près 700, 800, peut-être 1000 dossiers personnels des Juifs qui ont écrit des demandes de dérogation à la préfecture et à Constantine, en disant, voilà, nous avons contribué à la France avant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale et tout ça, et pourquoi vous faites maintenant ces lois antisémites contre nous comme les Juifs, nous voulons des dérogations. Donc, tous ces lettres, il y a la formule, non, une minute, pardon, il y a une lettre, il y a 2 choses, il y a la formule où tu demandes, tu fais la lettre de dérogation, et il y a même des lettres que tu ajoutes. Et ça, c'est un exemple d'une lettre qui raconte une histoire familiale d'un Juif d'Algérie et qui parle des années 1860, 1870, 80, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, nous avons ici un fonds d'archives très intéressant qui nous donne à peu près l'histoire des Juifs de Constantine à partir de à peu près la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
Ça, c'est quelque chose encore à vérifier, à examiner, à comprendre. Donc ici, vous voyez ce que les Français ont fait. Ils ont pris à peu près de chaque ville, de chaque localité dans la région, dans le département de Constantine, les nombres des Juifs qui étaient. Donc ici, vous pourrez voir, ça c'est la région de Bonn. Et dans Bonn, il y avait à peu près 10 ou 8 localités. Il y avait à peu près 800 quelque chose de juifs. Et ils ont fait à peu près le calcul combien de juifs il y avait à la région de Constantine. C'était à peu près 29 000. Donc pour la première fois, nous avons les nombres exacts des juifs qui étaient dans chaque localité au département de Constantine. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous parce que, comme vous le savez, puisque les juifs étaient français, dans les renseignements que les Français ont fait, il n'y avait pas le nombre des Juifs. On ne savait pas exactement combien de Juifs il y avait dans chaque département, dans chaque localité. Donc, il y a des riches informations démographiques, comme je vous dis. Voilà ici une histoire d'une famille avec tous les noms de la famille, les noms des enfants et tout ça. Tout ça, c'est quelque chose de très nouveau pour nous. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que toute cette directive de Vichy arrivait complètement et précisément de Vichy à la toute petite localité dans le département de Constantine. Je ne peux pas expliquer pourquoi nous n'avons pas les mêmes documents sur Oran et sur le département d'Alger. On n'a pas trouvé, ça veut dire les archivistes n'ont pas trouvé encore ces fonds, mais quand même c'est un sujet, c'est des documents qui sont vraiment très important. On a vu là-bas la détermination des fonctionnaires français d'appliquer les ordonnances de Vichy avec toute la précision possible. Et on a vu même les colons français qui étaient satisfaits de l'application de ces lois de Vichy. Donc, pour la première fois, on peut voir là le processus d'application ces lois de Vichy et même voir un peu les réactions des Juifs pendant cette époque-là. Tout ça, c'est quelque chose de nouveau qui n'était pas connu avant les recherches que nous avons faites. Il y a vraiment de très bons chercheurs qui ont commencé à vérifier ce matériel aux États-Unis et elle s'appelle une chercheuse très intéressante. J'ai oublié son nom, une minute, je vais retourner. Donc, je veux passer au deuxième sujet, c'est à peu près la question de Vichy au Maroc. Et qu'on peut faire une comparaison entre la situation des Juifs du Maroc pendant l'époque de Vichy et les Juifs d'Algérie pendant cette époque-là. Donc, quels sont les nouveaux regards, quels sont les nouveaux documents que nous avons trouvés sur l'époque de Vichy au Maroc? Premièrement, nous avons trouvé un album de photos d'un photographe qui s'appelle Jacques Bellin, je vais vous montrer tout de suite, qui parle, qui essaie d'illustrer cette époque-là par des photos qu'il a prises pendant cette époque-là. Et il y a même les protocoles du Conseil de la communauté juive de Casablanca. Donc ça, c'est M. Jacques Bellin, c'est la seule photo que nous avons de Jacques Bellin. Il est né en 1910, il était jusqu'à 1900. Et il a vécu jusqu'à 1974. Il était un semi-officiel photographe du résidence du Maroc et du Maroc, résidence française du Maroc. Et il y a à peu près, je crois, 20 ou 25 albums. Vous voyez ici le nom des albums qui se trouvent aux archives diplomatiques qui se trouve en Nantes, à Paris. Donc, ce qui est intéressant dans tous ces albums, voilà, ça c'est une page de ces albums, c'est de voir qu'il a donné même toutes les informations précises pour chaque photo. Pour chaque photo. Donc ici, c'est l'information et ça, c'est les photos avec chaque numéro. Donc pour la première fois, nous avons des photos de l'époque de Vichy à Maroc avec tous les détails et les détails sont très intéressants. Donc ici, je vais essayer de vous montrer un peu ce que nous pouvons voir de ce qui s'est passé au Maroc pendant cette époque-là. Ça, c'est une photo de Casablanca de 12 novembre, après le débarquement des Alliés pendant l'opération Torche. Si on aura le temps, on va retourner. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir comment
les officiels, le résidence à Maroc a essayé de appliquer, pas appliquer, c'est plus ça, c'est de instruire la communauté française au Maroc sur les nouvelles et les nouvelles idées, de Vichy à Vichy. Et donc, on parle ici de la question d'agriculture, qui est très important. Ça, c'est le retour à l'agriculture que le maréchal Pétain a essayé de faire. La formation de la jeunesse au Maroc, tout ça, c'est la jeunesse française. Oui. Donc, on peut voir ici la jeunesse française, très intéressant. Encore une fois, la formation, ça, c'est des photos, comme vous voyez, la petite photo ici, elle est plus grande ici, vous pouvez la voir avec les milices françaises qui étaient au Maroc pendant cette époque-là. Donc, tout ça nous donne un peu une idée de ce qui était vraiment le régime de Vichy au Maroc. Et ici, on peut voir quelque chose de vraiment très, très intéressant. C'est la question de construire le chemin de fer méditerranéen entre Oran et sur la Méditerranée jusqu'à Niger. Donc ici, on peut voir, ça c'était une idée coloniale française qui a débuté pendant les années 60 du 19e siècle. Et ce qu'on disait dans les recherches, par mes collègues, les recherches, sur le chemin de fer, il y avait des camps de travail, il y avait des camps de concentration où il y avait des juifs dans ces camps. Ça veut dire des juifs du Maroc, des juifs d'Algérie et tout ça. Donc ici, on peut voir des photos. Et comme vous voyez de ces photos-là, il n'y a pas on ne peut pas, comment dire, trouver des images qui nous disent, voilà, ça c'est des juifs. On peut voir les Marocains, les musulmans marocains, les nègres ou d'autres. Mais comme j'ai essayé de voir, d'arriver à voir où il y a vraiment des juifs, on n'a presque pas trouvé des juifs dans ces photos. Je vais vous montrer deux photos plus tard. Donc ça, c'est à peu près à la frontière à la frontière algéro-marocaine, à Bouarfa, essayer de faire l'inauguration de ce chemin de fer. Il est vraiment très, très intéressant. Donc, ce que je vais essayer de dire, c'est que les autorités françaises au Maroc étaient vraiment persuadées de reconstruire la société française au Maroc, oui, à les idées, en même temps comme les idées de Maréchal Pétain à Vichy, avec toutes ces idées de la famille, la patrie et le retour à la terre. Donc tout ça, et dans tout ça, on ne voit pas les Juifs. Donc, dans les photos de Jacques Bellin, on ne voit pas les Juifs. Les Juifs n'existent presque pas. Et une question, c'est pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à trouver les Juifs? C'est-à-dire peut-être que le Juif n'était pas vraiment quelque chose d'importance pour cette époque-là au Maroc. Mais il y a un autre document qui est un document très intéressant. Ça, c'est les processus verbaux de la communauté israélite de Casablanca. Nous avons tous les processus verbaux de 1934, je crois, jusqu'à les années 1948. Et j'ai pris les années de la guerre, c'est-à-dire les années de 1940, 41, 43. Et j'ai essayé de voir ce que les dirigeants de la communauté juive de Casablanca essaient de parler de cette époque-là. Et la chose le plus intéressant pour moi, le plus frappant, c'est qu'on ne parle pas de l'époque de Vichy. On ne parle pas des lois anti-juives au Maroc. On ne parle pas de l'attitude du régime de Vichy envers les Juifs au Maroc. Donc, comme si le Vichy n'existe pas au Maroc. Donc, tout ça était vraiment un sujet et un sujet très intéressant pour essayer d'expliquer pourquoi la communauté juive de Casablanca n'a pas parlé. Est-ce que c'était parce que le sujet n'était pas important? Est-ce que c'était parce que l'application du juif n'était pas tellement précisée comme c'était en Algérie et peut-être un peu en Tunisie, ou peut-être ils avaient peur d'écrire quelque chose sur le régime de Vichy, parce que c'est des protocoles, et c'était des protocoles qui étaient préservés, ça veut dire contrôlés par les autorités françaises. Mais quand même, il faut dire que
l'absence de l'époque de Vichy dans ces process verbaux de la communauté juive est quand même étonnant et il faut essayer de la comprendre. Donc, ce que j'ai essayé de voir dans les nouvelles perspectives que j'ai essayé de donner, c'est un peu voir que les autorités de Vichy au Maroc étaient principalement actives auprès de la population française, beaucoup plus que la population juive. Tout ça, c'était parce que la nature de la population coloniale et française et l'influence des francs-maçons. Et mon professeur, mon directeur de recherche, professeur Michel Abitboul, a fait une très grande recherche sur les francs-maçons en Afrique du Nord pendant l'époque de Vichy. Et il a montré qu'il y avait beaucoup de francs-maçons dans l'administration française au Maroc. Donc tout ça a essayé de ne pas impliquer vraiment les ordonnances de Vichy parmi la communauté juive. Et même on peut dire que l'influence de ces ordonnances, de ces lois de Vichy au Maroc n'était pas vraiment tellement difficile comme ils étaient en Algérie, parce que quand même il y avait des différences entre une communauté qui était entièrement une communauté juive française, comme les Juifs d'Alger, et une communauté qui n'avait pas même la possibilité d'avoir la citoyenneté française au Maroc. Donc, au Maroc, les Juifs ont resté les sujets de Sa Majesté du roi du Maroc. En Algérie, c'était autrement, ils étaient citoyens français. Donc, peut-être les documents nous aident à comprendre mieux ce processus de développement de Vichy pendant cette époque-là. Le troisième sujet, c'est à peu près le sujet de la résistance anti-vichiste en Afrique du Nord. Comme vous voyez, je n'ai pas écrit comme titre la résistance juive et anti-vichiste en Afrique du Nord. Je n'ai pas parlé de la résistance juive, j'ai parlé un peu de la résistance anti-vichiste parce qu'aujourd'hui, les nouveaux documents nous donnent de nouvelles perspectives sur le sujet. Je vais commencer, si vous me permettez une minute. Je vais commencer par l'histoire de Georges Mandel, qui est une histoire qui n'est pas assez connue. Et ce lien avec l'histoire de la résistance en Afrique du Nord. Il faut comprendre qu'après l'échec français pendant la Deuxième Guerre mondiale et la création du régime de Vichy, les Allemands avaient peur qu'il y aura une résistance en Afrique du Nord parmi les colons français contre la France et contre Vichy. Donc, ils ont essayé par une commission qui s'appelait Commission d'armistice allemande et allemande-italienne de rester, de voir et de rentrer dans toutes les bases militaires en Afrique du Nord, essayer de voir ce qui se passe dans ces camps, si là-bas on essaie de faire une résistance contre les Français. Donc, Georges Mandel était juif. Il était dans les années 1938 et 1940 le ministère des colonies. Il n'a pas accepté le Vichy de régime et il a quitté avec la Massilia, le bateau Massilia, la France, est arrivé à Casablanca. Il y a ici même son nom et le nom de sa femme. Donc, il est arrivé au 22 juin 1940 à Casablanca. Il y avait un procès de Mandel au mois de juillet. Il était attrapé par les autorités françaises. Après ça, il était renvoyé en France et décédé, je crois, mort. Il était assassiné ou tué, je n'ai pas tout à fait expliqué. Ce que je veux essayer de dire dans cet exemple, que même les dirigeants juifs de la communauté juive en France ont pensé, avaient l'idée que l'Afrique du Nord peut être une base pour une résistance contre Vichy. Et il y avait encore quelque chose qui est très intéressant, qu'on n'a pas parlé assez, c'est le réseau de Mounier, d'André Mounier en Tunisie. André Mounier était un avocat français qui a créé en Tunisie, avant la résistance qui est très connue en Algérie, il a créé là-bas un réseau clandestin où il a sabotagé des sous-marins italiens, notamment italiens,
qui était sur le chemin entre l'Italie et la Libye. Des documents que j'ai essayé de regrouper sur le réseau de Mounier, il parle de 17 sous-marins qui ont été sabotés par ce groupe des résistants, quelque chose de très intéressant. Et ce qui nous concerne, c'est que parmi ce réseau, il y avait même des juifs. Il y avait un juif très, très connu en Tunisie qui s'appelle Maître Alfred Rossi, qui était un dirigeant du mouvement révisionniste de Beta et en Tunisie. En début de 1943, il était envoyé à une mission en Sicile, et à part de ce que sa femme m'a dit, Madame Rachel Rossi, elle est certainement décédée, je parle des années 90 où j'ai pris ce témoignage, qu'il a laissé 2 lettres à ces 2 filles. Et il a dit, si jamais il y aura quelque chose, voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, il était tué malheureusement par les bombardements en Sicile et par les Alliés. Et l'affaire de Rossi est très connue en Tunisie et partout. Il y avait même les frères Attias, les frères Debache. Tout ça, c'était un réseau qui n'était pas assez parlé dans nos recherches sur ce qui s'est passé sur des réseaux de résistance en Afrique du Nord. Donc, avec tous les documents que nous avons trouvés, on peut parler d'à peu près d'une vague qui parle du Maroc, Algérie et Tunisie. Et je vais essayer de dire quelques mots sur l'Algérie. Donc, Raoul Cohen Haddad était un des dirigeants du groupe que nous appelons le 8 novembre 1942. Il était le premier secrétaire de l'association qui s'appelle l'Association des combattants de 8 novembre 1948. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Depuis le début des années de l'année 1960, la fin de l'année 1942 et le début de l'année 1943, il a commencé à regrouper tous les documents concernant cette activité. On parle d'11 boîtes avec énormément de documents qui sont aujourd'hui tous à Holocaust Museum, à Yad Vashem, et tout ça, c'est sa fille Nicole Cohen Haddad qui a donné aux archives. Et de ces documents, on peut voir ici le premier rencontre après l'opération, ça veut dire, on parle de 9 décembre 1943, et on peut voir que ce n'est pas que les Juifs qui faisaient cette activité. En contraire, c'est les Juifs et les Français qui étaient ensemble mêlés dans cette opération, dans cette résistance très importante. Mais il y a encore quand même des choses très intéressantes, c'est voir à peu près la carte de membres des activistes dans cette association qui s'appelait l'Association de la libération française, pas juive, de 8 novembre 1942. Et tout ça, il y a même des annuaires avec tous les noms. Et c'est des annuaires qui passent des années par année. Ça, c'est le premier annuaire avec tous les noms. Et comme vous pouvez voir dans la liste, il n'y a pas que des juifs qui étaient parmi cette association là. Et même nous avons trouvé à Londres, dans les archives nationales et à Londres, des documents concernant la résistance en Algérie. Et tout ça nous donne maintenant des nouveaux regards sur le rôle des Juifs dans la résistance en Algérie. Donc, il y a maintenant une richesse et une diverse de documents qui provenant des archives, Nicole Cohen Haddad et d'autres, qui nous donnent maintenant de nouveaux point de vue sur ces actions, l'action juive dans le cadre de la résistance, examine d'une point de vue général de cette action et même le point de vue particulier de chaque membre dans cette résistance. La plupart des membres de résistance ne considèrent pas la lutte comme quelque chose pour la cause juive. Au contraire, de ce qu'on voit de ces documents, ils parlent comme s'ils étaient des résistances français et qui faisaient part de la résistance de Gaulle, la résistance anti-juive pendant la résistance anti-Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons encore de temps, je vais parler dans
quatrième aspect de ces nouveaux regards que nous avons, c'est à peu près l'aspect de la vie quotidienne. Pendant l'occupation allemande, la Tunisie était le seul pays qui était sous occupation allemande entre 6 mois, de novembre jusqu'à 1942 jusqu'à mai 1943. Et aujourd'hui, nous avons des nouveaux points de vue sur cette période de temps, sur ces 6 mois. Donc, jusqu'à que nous avons commencé à faire nos recherches, il y avait des choses qui étaient très connues, de Paul Guès, de Bourget. Il y avait le statut de celle d'Albert Memmi, qui malheureusement vient de décéder le 22 mai cette année-là, à l'âge de 99. Il avait une vie très riche et très, très intéressante. Mais ce que nous avons, pour la première fois, nous avons ce journal de Clément Houry qui parle de l'occupation de la Tunisie par les armées d'Aix et vu de Crémieux-Ville. Crémieux-Ville, c'est une banlieue à Tunis où il a vécu pendant sa vie en Tunisie. Donc, à part ça, nous avons trouvé des nouveaux journaux, de nouveaux correspondances qui sont très intéressants. Par exemple, la correspondance de la famille Guès, nous avons aujourd'hui 153 lettres qui ont été écrites et les lettres qu'il a reçues de la famille de Jacob Guès, une correspondance très intéressante de ces 6 mois d'occupation allemande. Et nous avons ce que je vais vous montrer tout de suite, les rapports de Walter Rauff et de Tunis. Je vais vous montrer tout ça. Ça, c'est Clément Houry, et ça, c'est le journal qu'il a écrit. Sa maison était confisquée par les autorités allemandes. Il était, lui, sa femme et ses 5 enfants dans une petite chambre chez un de ses amis à Crémieux-Ville. Et chaque soir et chaque matin, il a essayé d'écrire ce qui s'est passé en Tunisie, à la ville de Tunis, pendant cette époque-là. Et il y a vraiment des choses tellement intéressantes de voir qu'est-ce que ça veut dire une vie quotidienne d'un juif pendant ces 6 mois. Et ce qu'on voit, ça c'est Clément avec sa femme avant la guerre. Ce qu'on voit, que la chose le plus choquant pour Clément Houry dans ce journal, c'est les bombardements. Il parle tout le temps, et vous pourrez voir quelques citations que j'ai amenées ici, oui, toujours il parle de ces bombardements. Mais il faut comprendre que ces bombardements n'étaient pas des bombardements des Allemands, c'était des bombardements des Alliés, les Anglais et les Américains. Et il toujours avait peur que, voilà, ce soir, il y aura quelque chose, ce matin, la nuit a passé comme ça, la nuit a passé comme ça, il y avait des alertes, il n'y avait pas des alertes. Tout le temps, il parle des bombardements. Et comme on a vu même, on a fait la comparaison avec d'autres documents, on voit que la question de bombardement de la Tunisie pendant cette époque-là, pendant ces 6 mois, était le sujet le plus crucial, le plus difficile, le plus important pour toutes les populations, mais pour nous notamment, pour les Juifs. Ça, c'est à peu près quelques documents de cette correspondance très riche et très intéressante de la famille Guès. Une de mes élèves à l'université hébraïque, comme j'ai donné des cours là-bas, a fait une maîtrise sur cette correspondance qui est vraiment très riche et très, très intéressant. Ça, c'est le journal, le fils de la famille Guès, de cette famille-là, était prisonnier au camp de Bizerte. Il a écrit un journal. Ce journal, l'original, se trouve aujourd'hui à l'Institut Ben-Tzvi. Donc, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que ça veut dire les bombardements. Un de mes étudiants a essayé de reconstruire la place Carnot à Sfax avant la guerre. Donc, sa mère avait une mémoire vraiment extraordinaire. Elle savait exactement dans chaque bâtiment combien de juifs il y avait, combien de musulmans, quels étaient les métiers, les noms dans chaque famille. Et nous avons trouvé les mêmes photos de place Carnot après les bombardements. Oui, donc vous pouvez voir que même Mathilde Guès, qui était députée à la Knesset, qui vient de la ville de Sfax, dans ses témoignages, elle parle beaucoup de ce qui s'est passé pendant les bombardements à Sfax pendant cette époque-là. Donc la différence entre ce qui était avant et ce qui était après, c'est vraiment quelque chose qui a choqué les Juifs, qui était quelque chose qui avait une influence très grande sur les Juifs ici, sur les Juifs. Ici, vous pourrez voir des destructions causées par les bombardements. Ça, c'est à la ville
de Tunis, il y a énormément de photos qui nous montrent ce qui s'est passé pendant ces bombardements. Ce n'était pas des bombardements sur les quartiers juifs, c'était les bombardements sur les quartiers allemands, sur les bases militaires allemandes, sur les camps allemands, mais pas notamment sur les juifs. Mais les juifs étaient, à part de ce que nous savons aujourd'hui par une recherche qu'un de mes collègues fait, et Dr Victor Chayoun, il y a à peu près 70 juifs qui ont été morts par les bombardements de la Tunisie. Quand même, vous le savez que la question la plus intéressante pour nous, c'est de savoir est-ce que les Allemands nazis en Tunisie pendant l'occupation avaient l'idée d'exécuter les Juifs, de faire de créer des camps de concertation, et comme c'était la même situation en Europe. Mais on a trouvé aujourd'hui des rapports de ce monsieur qui s'appelle Walter Erauf. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça c'est Walter Erauf. Nous avons trouvé les rapports que Walter Erauf a envoyés de Tunis à ce maître, à son responsable à Berlin, qui s'appelle Walter Schellenberg. Donc, nous avons aujourd'hui 170 pages de documents, des dossiers, des rapports que Walter Erauf a envoyés en allemand. Donc, ça couvert toute l'époque de la Tunisie pendant l'occupation allemande. Et voilà, ça c'est les rapports de Walter Erauf. Et ce qui est vraiment très intéressant, Walter Erauf était très connu dans le régime nazi comme celui-là qui a inventé les camions de gaz au centre de concentration qui s'appelle Helmanov, au nord de l'Europe, à Bélarus. Et à part de ce que Simon Wiesenthal, même on a trouvé les archives de Simon Wiesenthal, et il a tué avec ses camions de gaz à peu près 250 000 juifs en Europe. Donc, comme il est venu en Tunisie, c'était très évident que ce qu'il va essayer de faire, c'est d'exterminer la communauté juive en Tunisie. Mais par ces rapports, on peut voir quelque chose de très différent. Ça, c'est l'arrêt de Walter Erauf en 1945 à Milan par les Alliés. Ça, c'est la photo de Walter Erauf, vous pouvez le voir ici. Mais ce qui est très intéressant, je vais passer un peu, tout ça, ce n'est pas vraiment très intéressant. Et je vais commencer. C'est de voir à peu près les informations sur la question juive et dans ces rapports. Si je vais regrouper toutes les informations où il parle des juifs dans 170 pages des rapports, je parlerai à peu près de 4 pages au maximum où il parle des juifs. Et il y a 6 dates où il parle des juifs. Ça, c'était lors de mobilisation, la confiscation des postes des radios, la mobilisation des juifs et tout ça. Il ne parle pas d'extermination des juifs, pas du tout. Il ne parle pas de créer des centres des camps de concentration en Tunisie. Même si nous savons qu'il y avait à peu près 24 camps en Tunisie, 24 camps allemands, ce n'étaient pas des camps où ils ont exterminé les Juifs. Il y avait des Juifs, c'était les seuls camps en Tunisie, en Afrique du Nord, où il n'y avait que des Juifs dans ces camps. Mais de tout ce que nous voyons dans ces rapports-là, et je ne crois pas qu'on ait terminé à examiner les archives allemandes, il n'y a pas un essai de tuer les Juifs. Il n'a même pas fait un ghetto, il n'a même pas essayé de regrouper les Juifs par hasard à la ville de Tunis où il y avait à peu près 65 000 Juifs. Même la question de le Tlaïtsaov en Tunisie, à la ville de Tunis où il y avait la majorité, l'étoile jaune, où il y avait la majorité des Juifs, il n'y avait pas d'étoile jaune. L'étoile jaune en Tunisie, ce qu'on voit de Walter Erauf, était que dans 2 villes, à Sfax et à Tunis, parce que c'était des petites communautés par rapport à la communauté juive
et à Tunis. Donc vraiment, voilà, ici, il parle, tout ça, ça va prendre du temps, je ne vais pas lire tout ça. Il parle sur l'arrestation des notables de la communauté juive. Il essaie d'accuser Ran. Ran était le représentant diplomatique de l'Allemagne en Tunisie et pendant cette époque-là. Donc, il essaie de l'accuser de ce qu'ils ont fait aux Juifs. Donc, ici, nous avons trouvé quelque chose de très intéressant, c'est voir des photos de la mobilisation des Juifs. Donc, il y avait un ordre de c'était le 9 décembre 1942, de recrutement de main-d'œuvre juive pour aider les Allemands pendant cette période-là. Donc ici, vous pouvez voir les Juifs. Ici, dans le côté droit, le côté gauche de chez vous, était l'école d'Alliance où ils ont fait les examens médicaux de savoir s'ils peuvent ou pas aller. Donc ce qui était très intéressant dans cette photo, c'est que ce monsieur qui s'appelait Clément Houry nous raconte comment il a amené son fils à ce groupement de Juifs avant de prendre dans les camps. Il a écrit à peu près cette phrase: comme je suis venu avec Georges, mon fils, j'ai vu dans les balcons, voilà ici les balcons, des femmes et des Allemands qui prennent des photos de nous tous. Donc ici, on pourrait faire une comparaison entre les documents que nous avons et les photos que nous avons trouvées. Il y a vraiment des photos très, très intéressantes de cette mobilisation, recrutement de la main-d'œuvre juive en Tunisie. Donc, ce que j'ai pu voir, ce que je peux arriver en conclusion, c'est que la question juive dans les rapports de Walter Hoff était vraiment très marginale, et même les éléments concernant le 9 décembre 1942, que ça c'est un point, un lieu de mémoire pour les Juifs de Tunisie jusqu'à ce moment et jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, il ne parle pas beaucoup de 9 décembre 1942. Donc je voudrais essayer de... Allez, ça c'est le seul journal que nous avons trouvé de la Tunisie pendant l'occupation allemande. Nous avons toute la collection de ce journal. C'est un journal des colons français et en Tunisie, de la droite, et la droite française à Tunis. Pardon. Des documents sur la Libye. Je vais prendre encore 10 minutes, Brigitte, pour essayer de terminer, ok? Et après ça, on va prendre des questions. Sur la Libye, nous avons une très grande difficulté d'obtenir des documents d'archives sur ce qui s'est passé pendant ces jours-là. Récemment, nous avons trouvé un journal d'un monsieur, d'un Italien, un juif italien, qui habitait en Libye pendant cette époque-là. Ça, c'est le journal de Nunes Weiss. Et encore quelque chose qui est très important, c'est 12 pages d'un petit journal qui a été écrit au camp de Djado. C'était le seul camp qui était vraiment en Libye pendant cette époque-là, de Joseph Dabou. Je vais vous montrer. Ça, c'est le journal, l'original de ce journal. J'espère qu'il va être publié à Yediot Achronot, à la presse de Yediot Achronot bientôt, avec une traduction en hébreu. Ça, c'est écrit en italien. C'est un document très rare parce que c'est la première fois que nous avons quelque chose qui a été écrit pendant la vie des Juifs au camp de Djado. Djado se trouve à peu près 180 kilomètres au sud de la ville de Tripoli, et tous les Juifs de Benghazi et l'arrondissement, le zone qui s'appelle Cyrenaica. Cyrenaica, c'est à l'est de la Libye, ont été envoyés de Benghazi au camp de Djado. On parle à peu près de 3000 Juifs qui ont été expulsés au camp de Djado. C'est vraiment un nombre très nombreux. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'à Djado, il y avait une épidémie où il y avait à peu près entre 350 Juifs qui étaient morts de cette épidémie, ou à peu près 600, ça dépend, on ne sait pas exactement les chiffres exacts de
et combien de Juifs étaient morts vraiment dans cette épidémie-là. Je vais essayer. Et le brigadier Kish, qui est aujourd'hui le grand-père de Yoav Kish, je crois qu'il est député ministre de la Santé, lui était brigadier à l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est lui qui a vu pour la première fois les Juifs au camp de Djado. Donc ici, il parle à peu près de 2600 Juifs qu'il a vus au camp de Djado, et ça c'est le seul document que nous avons qui vient tout de suite après la libération de ce camp. Et je vais essayer de retourner, je crois que j'ai, pardon, et je vais essayer de retourner à les souvenirs de mon père. Donc, dans les années 1985-86, il a commencé à écrire un peu ses souvenirs de la guerre. Et j'ai vu la différence entre ce qui était écrit pendant la guerre ou tout de suite après la guerre. Ça veut dire les lettres qu'il a écrites et tout de suite après la guerre. Je parle d'à peu près, pas à peu près exactement 134 lettres qu'il a écrites après la guerre, où il ne mentionne pas tout à fait, il ne parle pas de la guerre et de la souffrance qu'il avait pendant cette guerre, mais dans ses souvenirs de 1985, il parle beaucoup de ce qui s'est passé à Sfax, comment ils étaient pris dans un petit village qui s'appelle El Grawa et à côté de Sfax à cause des bombardements de la ville. Donc, ça, c'est à peu près la différence entre les souvenirs directs tout de suite pendant la guerre et les souvenirs que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on peut dire, peut-être un post-trauma, peut-être quelque chose d'autre, que les gens commencent à parler, et c'est très bien, et commencent à découvrir ce qu'ils ont fait même pendant cette époque-là, ce qui n'était pas par les autorités israéliennes ou par des autres, peut-être était marginal, n'était pas important par rapport à ce qui s'est passé aux Juifs d'Europe pendant cette époque-là, est devenu maintenant très important. Et ce que nous essayons de faire dans notre centre de recherche, c'est à peu près de voir et de regrouper tous ces documents et d'essayer de donner au public tout ce que nous faisons dans ce centre de recherche. Donc, je crois que j'ai parlé assez. Si vous avez des questions, je peux encore élaborer le sujet. Il y a énormément de choses qui sont vraiment très, très intéressantes sur chaque sujet que j'ai essayé d'élaborer pendant cette intervention. Et vraiment, c'est énorme ce que nous avons trouvé. Ce qui nous manque vraiment, c'est des chercheurs qui puissent avoir qui peut avoir la possibilité de voir ces documents et de faire des recherches sur ces documents. Certainement que si vous avez des documents, des photos, des souvenirs familiaux, c'est très important que vous les mettez dans un des archives à Yad Vashem, chez nous. C'est très important parce que ça, c'est le seul moyen de vraiment préserver ces souvenirs et cette fête historique de cette Deuxième Guerre mondiale en Afrique du Nord. Je vous remercie. Toda rabba. Brigitte, on ne t'entend pas. Merci beaucoup. Et Chaim, restez avec nous pour les questions. Non, je suis avec vous. Brigitte, si tu veux dire un mot, il y a déjà des questions. Alors peut-être je vais commencer par une première question. Et je vais donner la parole à Monsieur Abel. Monsieur Abel, voilà. Vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Merci beaucoup. Premièrement, je voudrais bien dire merci beaucoup à professeur Saadoun. Je parle d'ici de Liverpool. J'espère que mon français est bien entendu, bien reçu. J'ai 2-3 questions, très courtes, mais quand même. La première question, c'est où est situé l'archive à Londres, c'est-à-dire l'archive où il y a des informations sur la Shoah en Afrique du Nord, parce que je voudrais bien visiter là. Aussi, est-ce qu'il est arrivé le moment à consacrer des coins dans les musées
qui déjà existe de la Shoah pour la Shoah en Afrique du Nord. Sinon, un musée pour l'Afrique du Nord, et c'est étonnant si jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas. Et troisièmement, la famille Bourgel. J'ai accompagné la famille Bourgel avec Claude Nataf aussi à Tunisie. Ça fait un an et demi à Tunisie. Et là-bas, pour la première fois dans ma vie, j'ai visité la patrimoine tunisienne, le mien. Alors, là-bas, j'ai trouvé dans le cimetière, la cimetière là, à Bourgel, un tombeau peut-être de la famille, de ma famille, du côté maternel, Messika. Un rabbin Messika qui était tué dans le bombardement à Bizerte, 1944. Alors, la question, je suppose que c'était après le fin de l'occupation nazie. Pourquoi il y avait un bombardement à ce moment-là? C'est ma question. Et si vous savez, et qui c'était qui, monsieur le rabbin Messika? Si c'est connu ou non, je ne sais pas. Voilà. Merci. J'essaie de répondre pour ne pas oublier les questions de monsieur Abel. Vous dites, c'est ça? Ouais. Ok. Pour les archives à Londres, il y a deux archives principaux. Premièrement, c'est ce qu'on appelle le Public Record Office qui se trouve à Kew Gardens, oui, qui est très important. Et ce qui est important dans les archives nationales à Londres, c'est qu'il commence à ouvrir de plus des documents, oui, sur cette période-là. Donc, il est très important. Et il y a aussi même ce qu'on appelle Imperial War Museum, oui, qui est très important avec vraiment ce qu'on a trouvé là-bas, c'est énormément de photos sur l'époque de la guerre et même des journaux des officiers, oui, en Libye, notamment en Libye, parce que la Libye était occupée par les Britanniques, par l'armée britannique. Donc, il y a énormément de photos, des journaux écrits par des soldats et même des dessins, des peintures, très belles peintures qu'ils ont fait. Donc, c'est un archive très important. Il y a encore des petits archives, mais je crois que ça, c'est les deux archives principales. Pour la question des musées et la question de la Shoah en Afrique du Nord, et dans les grands musées aujourd'hui, ça veut dire à la Holocaust Museum à Washington, à Yad Vashem, et au mémorial de la Shoah, il y a même quelques places où il parle de l'Afrique du Nord pendant cette époque-là. C'est pas assez. Ce que nous avons essayé de faire au mois de mai l'année dernière, c'est d'avoir une exposition, merci, pardon. Une exposition sur les Juifs d'Afrique du Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale au musée de Riga à Latvie, au musée de Riga, qui était là-bas pendant à peu près 3 mois. Et à part de ce qu'il nous a dit le directeur du musée de l'Holocauste, musée de la Shoah à Riga, il y avait à peu près 20 000 spectateurs qui ont venu voir cette exposition, juifs et non juifs à cette époque-là. Concernant la famille Bourget, la question des cimetières en Tunisie, il y a aujourd'hui, ça fait déjà, je crois, 15 ans, un essai de quelques groupes des Juifs originaires de Tunisie d'essayer de reconstruire les cimetières juifs en Tunisie. Déjà, ils ont déjà fait un travail très important au cimetière Bourgel qui se trouve à Tunis et au cimetière de Sfax et de Sousse. Aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de renseignements de ce qui a été sur les tombes qui se trouvent dans les tombes juives, certainement, qui se trouvent à ces deux cimetières. Pour le rabbin Messika, malheureusement, je ne connais pas. Et pour la question du bombardement de 1944, à mon avis, tant que je peux dire avec une certitude, c'est qu'il n'y avait pas un bombardement en 1944. Peut-être qu'il était blessé pendant l'occupation allemande et mort plus tard de sa blessure. Mais je ne sais pas d'un bombardement en 1944.
Merci. Merci beaucoup. Un plaisir. Je vois Merci que, beaucoup. Ouais. Vas-y, Brigitte. oui, je vois qu'il y a des personnes qui veulent faire un témoignage. Les adjets. Avec, Brigitte, on ne peut pas t'entendre parce que tu es connecté 2 fois, donc il y a un écho. Juste avant de donner la parole au Hadjadj, 2 questions. Une précision sur l'étoile jaune. Dans quelle ville exactement on nous pose la question? Il y a eu le port de l'étoile jaune en Tunisie. il y avait dans 2 villes, à Sousse et à Sfax. Si j'aurai le temps, je peux même vous montrer un tout petit film. Sinon, si vous faites sur Google Victory in Sfax, en Google Victory in Sfax, vous pourrez voir un tout petit film américain qui était fait où on peut voir les Juifs là-bas avec l'étoile jaune. Si j'aurai le temps, et peut-être je vais essayer de vous montrer ce film, je ne sais pas si on aura le temps, mais quand même. Donc, c'était dans 2 villes. Oui, et même de ce qu'on a vu du journal des rapports de Walter Rauf, ce n'était pas au début de la conquête allemande, de l'occupation allemande, c'est devenu que quelques temps après, ça veut dire vers le mois de janvier 1943. J'espère de publier un article dans quelques mois sur la question de l'étoile jaune en Tunisie. Merci. Oui. Avant d'avoir, on a un témoignage, on a quelqu'un qui veut témoigner. Juste avant, je donne la parole à Hélène qui veut poser une question. Oui. Hélène, est-ce que tu peux? Oui. Oui, non, tu es connecté 2 fois, donc on ne peut pas. Ok, juste une question. Je ne sais pas si ça passe là. Oui, Ça passe. C'est sur le traitement des enfants pendant la Shoah, c'est-à-dire le numerus clausus dans les écoles, à la fois pour les enfants et pour les professeurs, les écoles, les lycées, les universités. Quelle proportion de gens ont été expulsés et où est-ce que tous ces gens ont continué à étudier, les enfants, et à enseigner pour les professeurs? Merci. Merci Hélène pour cette question très importante. Et je n'ai pas parlé de cette question parce que, vous m'écoutez? Il y a un problème? On entend très bien. On entend très bien. Parce que tout ça a été déjà fait dans la recherche avant que nous avons commencé nos recherches à l'Institut Ben Tzvi. Donc, l'expulsion des Juifs des écoles et des professeurs de l'université, et c'était notamment en Algérie et un peu en Tunisie où il y avait des écoles françaises, où il y avait des Juifs dans des écoles françaises. Donc, ça a débuté dans les années, à la fin de 1940. Et au début, le numerus clausus, c'était 14% de tous les élèves qui étaient dans chaque école. Mais comme les autorités de Vichy et en Algérie ont vu que quand même il restait beaucoup de Juifs dans les écoles, donc ils ont dit que ça sera maintenant 7%, mais 7% des Juifs dans chaque classe, pas dans l'ensemble de l'école. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions de la communauté juive et algérienne, et notamment c'était ce que le rabbin Maurice Eisenbeth et le professeur Robert Braunschweig, qui était un sioniste ardent du tendance révisionniste au début en Tunisie et après en Algérie, ils ont créé un système scolaire pour les enfants juifs algériens avec à peu près 20 000 élèves juifs qui étaient dans ces écoles-là et dans tous les bâtiments, dans tous les moyens où ils pouvaient faire, avec les moyens de la communauté, il y avait une continuation des études françaises dans ce système scolaire. Tout ça a été fait des recherches par Michael Ansky dans le livre Le Juif d'Algérie, qui est très connu déjà dans les années 1950. Ça veut dire c'était un des premiers et des rares recherches qui ont été faites sur l'Algérie. Et après ça, tous les autres, Sophie, comment elle s'appelle, son deuxième nom, c'est une chercheuse américaine qui a fait un très bon travail, un travail très intéressant sur l'Algérie. Donc, toute cette question dans la recherche, si vous voulez des précisions, je pourrais vous donner exactement, parce que c'est très connu et malheureusement, dans les archives, il n'y a pas de choses que je pourrais dire que ça, c'est une nouvelle tendance pour
essayer de vous exposer ça dans l'intervention ce soir. Est-ce que je posais une question? Vous avez dit deux choses tout à l'heure. Premièrement, vous avez dit que les francs-maçons ont essayé d'aider les juifs. Est-ce qu'il y avait beaucoup de juifs dans la franc-maçonnerie? Première question. Deuxième question, vous avez dit que la question juive n'était pas la priorité. C'était quoi la priorité? C'était d'arriver en Palestine? Bon, c'est une très bonne question. Pour la question des francs-maçons, la franc-maçonnerie en Afrique du Nord en général et pendant la Deuxième Guerre mondiale, et comme je vous ai dit, j'attends encore la publication de l'article du professeur Abitboul sur la recherche qu'il a fait sur les francs-maçons pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il y avait beaucoup de juifs dans la franc-maçonnerie et en Afrique du Nord. Et dans le Grand Orient à Paris, nous avons trouvé énormément de documents personnels des francs-maçons, oui, et où on peut trouver des noms des juifs qui étaient dans la franc-maçonnerie et en Afrique du Nord. Ce qui est intéressant de dire, que les juifs, je peux dire ça certainement sur la Tunisie, et peut-être c'était même en Algérie, les juifs étaient les fondateurs de la franc-maçonnerie en Tunisie. C'était le monsieur Albert Kata, lui, qui était après il a fait part du Parti socialiste et en Tunisie, mais il était en même temps Parti socialiste et en même temps franc-maçon. Et nous avons des photos extrêmement intéressantes de le voir avec la tenue des francs-maçons, mais c'était un des fondateurs, comme les Juifs étaient des fondateurs, ils étaient dirigeants, fondateurs et dirigeants de presque tous les partis politiques en Afrique du Nord. Parti communiste, Parti socialiste, ils avaient un rôle très, très important. Je peux parler d'Abraham Tsarfati et au Maroc dans le Parti communiste, d'Edmond El Malek, et vraiment des personnalités avec une importance très, très, très intéressante. Donc, les Juifs avaient un rôle très important dans la franc-maçonnerie en Afrique du Nord en général, mais il faut savoir que le régime de Vichy avait une attitude anti-franc-maçonnerie très grande, beaucoup, même par rapport aux Juifs, c'était une des choses qui était, à leur point de vue de Vichy, qui a affaibli la France, la franc-maçonnerie. Okay? Donc, ils étaient contre les francs-maçons, ils étaient contre les Juifs. Mais comme les francs-maçonneries c'était à peu près secret, et ils ne savaient pas exactement qui était franc-maçon dans l'administration. Donc, ça, au Maroc, Michel Abitboul a montré qu'il y avait vraiment un essai de comment on dit, les trottes, repousser l'application des lois de Vichy. Donc au Maroc, c'était très connu, c'est très, très net, et j'espère que Michel Abitboul va publier ça. On a même un travail de recherche qui est un de mes collègues, Dan Gershon, qui a fait sur la franc-maçonnerie à la région de Maroc espagnol. Tanger et Maroc espagnol, très très intéressant avec des documents qu'il a trouvés en Espagne. Donc tout ça, c'est encore une tendance très intéressante, mais quand même, ça donne des nouvelles aspirations que nous allons trouver encore des documents et de voir plus et plus la complexité de cette période-là en Afrique du Nord. Pour la question des priorités, quelles étaient les priorités des Juifs pendant et après la guerre? Je crois que je peux parler avec beaucoup plus de certitude de ce qui s'est passé après la guerre. Je crois que le Parti communiste, d'un côté, et le mouvement sioniste, de l'autre côté, étaient les plus grandes tendances politiques, publiques des Juifs en Afrique du Nord. Nous avons énormément de témoignages de Juifs qui adhéraient maintenant et rentraient dans le mouvement sioniste et en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Je vais vous donner un chiffre pour vous pourrez comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire adhérer, qu'est-ce que ça veut dire ce vague d'adhérer au mouvement sioniste. Pour les élections au Congrès sioniste de 1939, il y avait en Tunisie, nous avons tous les détails, à peu près 1000 Juifs qui ont voté pour les listes qui étaient pour le Congrès sioniste. Donc tout de suite après la guerre, en 1948, il y avait 12 000 Juifs qui ont voté pour 4 listes dans 22 différentes villes en Tunisie.
c'est une quantité énorme. Il y avait 4 délégués qui ont venu au congrès de 1946 de Tunisie. Il y avait 3 qui sont venus d'Algérie. Si vous avez des renseignements sur le docteur Ganassia, qui était un révisionniste en Algérie, ça peut m'aider beaucoup parce que j'essaie de trouver ce qu'il a fait. Je n'ai même pas trouvé son prénom, oui, docteur Ganassia. Et du Maroc, il y avait encore 4. Donc, pour l'Afrique du Nord, si j'ajoute même la Libye, qu'il y avait un délégué, pour l'Afrique du Nord, il y avait 12 délégués au Congrès sioniste. C'est énorme. C'est énorme pour le mouvement sioniste. Donc, ça, c'était une tendance qui était une tendance très forte. Et si je parle d'après ça de l'immigration clandestine qui était en 1947, je peux ajouter ça et pour voir qu'il y avait des milliers de Juifs qui ont voulu quitter l'Afrique du Nord. Des milliers de Juifs. Ça veut dire de mes recherches que j'ai faites sur cette époque-là, entre 1945 et 1949, il y avait à peu près 12 000 Juifs qui ont quitté clandestinement l'Afrique du Nord. C'est un vague, c'est quelque chose d'immense dans les chiffres de ce que nous avons comme détail sur l'Afrique du Nord. Et concernant les communistes, c'est très difficile de trouver des documents sur les Juifs dans le mouvement communiste et en Afrique du Nord, mais j'ai trouvé des rapports des consuls américains tout de suite après le débarquement des Américains au Maroc et en Algérie. Et comme il y avait des tendances de ce qu'on appelle des Cold War entre l'Amérique et les États-Unis, oui, ils ont essayé de donner des détails sur les partis communistes dans chaque ville en Afrique du Nord. Donc nous avons maintenant un recueil de documents très intéressants sur le Parti communiste, oui, et même sur les Juifs qui étaient dans ce Parti communiste. Il n'y a qu'un de mes collègues, un collègue tunisien, Habib Kazdagli, qui a fait un travail sur le mouvement socialiste en Tunisie, où il parle beaucoup des Juifs qui étaient dans ce mouvement, de Eli Cohen Adria, Georges Ada, et Paul Sebag et d'autres. OK. Merci, Chaim. Avant de donner la parole à Jean-Claude qui veut témoigner, rapidement, Chaim, on essaie d'être concis. Donc, 2 questions que je mets dans une seule question. On fait un focus sur le Maroc. Il y a 2 questions qui sont liées au Maroc. Est-ce que les Juifs espagnols qui habitaient au Maroc ont été protégés? Première question. Et la deuxième question, l'attitude du roi du Maroc. Il n'y a pas un consensus face à sa position. Quelle est votre position à ce sujet? Est-ce qu'il a vraiment protégé ou non les Juifs? Oui. OK. Pour les Juifs espagnols, il y a une recherche qui se fait maintenant. Ils étaient protégés par le régime espagnol. Okay? Donc, ils avaient une autre attitude qui n'était pas l'attitude de Vichy entre les Juifs dans la zone espagnole. Pour la question de l'attitude du roi du Maroc, c'est une question très compliquée. C'est une question historique, c'est une question sociale, c'est une question politique même aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, de ce qu'on sait aujourd'hui, oui, que nous n'avons aucun document, ni document qui vient d'une première source, ou deuxième source, ou troisième source. Ça veut dire quelqu'un dans l'administration américaine ou française, qui a attendu quelqu'un d'autre parler de l'attitude du roi du Maroc envers les Juifs pendant cette époque-là. Donc cette question n'est pas encore conclue dans la recherche. Ce que j'ai espéré de voir, je sais qu'il y a une différence entre les chercheurs marocains qui disent oui, le roi a aidé les Juifs du Maroc pendant cette époque-là, même les Juifs originaires du Maroc qui disent la même chose, mais moi je suis un historien et ce que j'essaie c'est de trouver les documents. C'est de trouver des documents du première source, deuxième source, ça me égale, oui, mais il faut que je trouve quelque chose pour mettre mon bas. De ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, il n'y a aucun document. Donc, s'il y avait des documents dans les archives marocaines, et un de mes collègues est aujourd'hui le directeur des archives nationales marocaines, il faut de les publier. Il faut de les publier. Donc, ils ne sont pas publiés. Donc, je ne peux pas te dire que je peux savoir si vraiment il est. Donc, je n'ai pas vraiment une attitude que je peux te dire, voilà, ça, c'est précisément ce qui s'est passé. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de trouver des documents. Merci beaucoup. Sans plus attendre, on va donner la parole à Jean-Claude. Jean-Claude, vous pouvez activer votre micro pour témoigner. Oui, vous m'entendez là? Très bien. Voilà.
Bonsoir à tous, merci pour cette belle conférence. Je voulais témoigner sur un juif de Tunisie qui était très engagé dans la guerre. C'est mon père Roger Agege. Il s'est engagé en 39-40 dans l'armée française. Il a été fait prisonnier. Il s'est évadé en 41. Il est de retour en France. Il était sur Marseille. Là, il a connu ma mère et il est entré dans la résistance dans le groupe Mithridate. Il est arrêté en mars 44, le 28 mars, puis déporté le 13 avril dans le convoi 71, le convoi de Simone Veil. D'après les renseignements que j'ai eus lors de l'avancée des Russes sur les camps d'Auschwitz, lui, il était dans une usine. Il travaillait avec des prisonniers français non juifs. Ils ont entamé une marche pour échapper à l'avancée allemande et il a tenté de s'évader dans une ferme où ils étaient cantonnés pour une nuit et apparemment, d'après les renseignements, il aurait été fusillé dans la nuit en tentant de s'évader, enfin au matin. Voilà. Moi, j'ai échappé le 28 mars à la rafle grâce à ma nourrice. Et jusqu'en 2002, je ne connaissais rien de tout ça parce que ma mère, qui était non-juive, a été rejetée par sa famille tunisienne. Et elle a fait le silence là-dessus. J'ai découvert tout ça en 2002 à Caen, aux archives de Caen. Et j'ai retrouvé ma famille tunisienne, donc côté paternel, en 2010. Il y a ma cousine Catherine Agege qui est en ligne actuellement. Et j'ai retrouvé, donc, par l'intermédiaire de Yad Vashem, où il y avait un témoignage d'un frère de mon père, j'ai pu retrouver dans la nuit du 29 ou 30 décembre 2009 ma famille paternelle et j'ai pu les rencontrer début janvier le 2010. Et depuis, nous ne nous quittons plus et j'ai retrouvé ma judéité. Merci à tous. Merci beaucoup pour ce témoignage très émouvant. Et votre cousine va ajouter un mot. Là, ma cousine est en ligne, Catherine Agege. Oui. Et je suis resté. Voilà, parle Catherine. Merci Jean-Claude de ton témoignage. Merci à Johan pour ce voilà. Merci à la Midreshet Manitou. Merci à Monsieur Sardoun. Voilà. C'est important, j'attendais ce moment avec impatience, le jour où on pourrait témoigner publiquement de cette histoire quelque part. Donc, grâce au confinement, c'est possible. Merci, en fait, en plus, je retrouve un ami d'enfance, Vivi Guetta, de Sfax, qui vit en Israël. Voilà, c'est merveilleux. Donc, il s'agit maintenant, au niveau de la recherche, en dehors de l'émotion, etc., puisque vous êtes des chercheurs, Jean-Claude, qui a été à Caen dans les archives, a retrouvé des lettres de témoignages de camarades de Caen de Roger, le père de Jean-Claude. Et ces lettres sont des témoignages d'humanité comme précieux, parce que c'était au moment de la détention. Et je me demande je pense qu'il y a un travail à faire pour des jeunes sur ces lettres-là. C'est d'une humanité comme on ne peut pas imaginer, d'une beauté, avec un style, une écriture, voilà, de gens qui ont connu Roger, qui ont voulu écrire à la famille pour dire voilà ce qu'il en était. Et en effet, c'était à Yad Vashem, une journée sur sur les Juifs de Tunisie, où j'étais en Israël, où j'avais passé près d'un an avec Manitou, à Mayenot. Voilà, que j'ai bien connu, Manitou, que j'ai bien connu. J'ai eu cette chance. Et mes parents étaient venus pour Pessah et on avait été à Yad Vashem pour poser la feuille de témoignage. Mais seulement, ça a été placé, au lieu de mettre Roger Agege, ils avaient mis Rosa Agege. Et c'est pour ça que Jean-Claude a mis beaucoup de temps à nous trouver. Un jour, désespérément, il a cliqué sur Rosa et il est tombé sur la lettre de témoignage de mon père, Fernand Agege. Et par ailleurs, au mémorial à Paris, mon père était venu témoigner en 2000, donc il y a des photos qu'on retrouve sur le mémorial de Roger, et le mémorial n'avait pas pu numériser tous ces documents, et donc Jean-Claude qui était venu en 2000-2001 au mémorial,
aurait pu connaître mon père si son oncle, si ça avait été numérisé à temps. Mais c'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, nous pouvons en témoigner. Et cette histoire n'est pas connue, donc elle pourra être ajoutée à la grande histoire. C'est là où la petite histoire rejoint la grande histoire. Merci. Merci beaucoup. C'est intéressant parce que vous voyez qu'on fait l'événement en même temps, on participe à l'histoire en même temps activement, tout en voulant parler de l'histoire passée. On continue à faire des événements et c'est assez émouvant et extraordinaire. Merci beaucoup à la famille Edget. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je crois qu'on Chaim, tu veux dire un mot avant une dernière question? Oui. Premièrement, merci beaucoup pour Jean-Claude et Madame Adjej pour ce témoignage très émouvant et très intéressant. Nous aussi, nous avons l'intérêt de, si vous voulez, que ces documents se trouvent même à l'Institut Ben Tzvi où les chercheurs arrivent pour faire leurs recherches. Donc, on sera on voudrait bien les avoir. Et c'est très important de préserver tout ça, tous ces témoignages. Donc, ce que je vais faire avec Madame Brigitte, s'il me permet, je vais vous donner après ça mes coordonnées, mon email et mon portable. Vous pourrez me contacter. Je vais essayer, si vous voulez faire quelque chose, à vous tous, oui, certainement. Et je connais aussi Vivi et Guetta et de Sfax. Donc, c'est facile à le faire et c'est très important de le faire. Donc, ce que vous faites dans cette Midrashet Manitou, je vous félicite pour ça. Merci pour m'inviter à faire cette conférence. Et j'espère que la prochaine fois, je vais améliorer mon français. Donc, ce sera beaucoup mieux que ce que j'ai fait ça. Voilà. Ayala Blum veut dire quelque chose? Ayala? Voilà, Shraga, il veut dire quelque chose. Shraga, allume ton... Je ne suis pas sur celui d'Ayala, je suis sur le tien. Je suis le téléphone d'Ayala. Ah non, alors, mets mute. Ayala? Tu peux ouvrir le micro, voilà. Vous m'entendez? Oui, voilà. Il n'y a pas de vidéo chez Ayala. Voilà. C'était pour faire une précision au professeur Sadoun. Je suis en train de traduire un livre qui s'appelle Mohammed V, Juste parmi les nations. C'est un rabbin marocain qui veut que soit accordé au roi Mohammed V le titre de Juste des nations, Chassid Umot Haolam. Et alors, vous nous disiez tout à l'heure de documents historiques. Alors, effectivement, comme le livre est très dithyrambique, c'est carrément un culte au roi Mohammed V. Lorsqu'il a dit, par exemple, amenez-moi des étoiles jaunes pour ma famille, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est de la légende? Est-ce que c'est de l'histoire? Il n'y a vraiment aucun document qui puisse attester l'attitude du roi pendant la guerre. Qui c'est le rabbin qui a écrit le livre? Il s'appelle Shlomo Miara. Non. Je ne connais pas le livre, je ne sais pas ce qu'il a écrit. Il n'est pas sorti encore. Et toi, tu le traduis en français? Voilà, pas en arabe, oui, en français. Oui. Donc, il est écrit en judéo-arabe, marocain? Il est écrit en arabe, en hébreu, en ivrite, en arabe, traduit en arabe et traduit en français. Moi, je n'ai pas entendu de ce rabbin Shlomo Miara et le livre qu'il a écrit. J'aimerais bien le voir. Donc, il a écrit un livre précédent qui s'appelait Malché Chesed sur la dynastie alaouite. Et il est très admiratif. Enfin, c'est un culte carrément à la dynastie alaouite. Okay. Il parle du roi Mohammed V. Il travaille avec le Machon Shem Haolam et qui veulent attribuer au roi Mohammed V à titre posthume le titre de Chassid Umot Haolam. Moi aussi, je travaille avec Shem Haolam. Je connais très bien le rabbin Klinger et tout le monde là-bas. Oui, exactement. Et pour la légende de l'histoire de l'étoile juive, ce que je peux dire, que les Allemands n'étaient pas au Maroc. Oui. Donc la question de l'étoile juive est une légende. Ça ne peut pas être vrai historiquement. Parce qu'il n'y avait pas des... Et les Juifs, ils ont resté dans les mêmes maisons, dans le même quartier, et partout, dans toutes les villes du Maroc. Donc, s'il n'y avait pas... Donc, à mon avis, de toute façon, de point de vue historique et historiquement net, oui, ça ne peut pas être vrai que quelqu'un demandait du roi de donner l'ordonnance d'étoile juive aux Juifs du Maroc. Parce qu'il dit par exemple que le général Nogues est venu, il l'a renvoyé en disant j'ai que des sujets, j'ai pas de juifs chez moi, j'ai que des sujets marocains. De ça on peut parler, oui, mais pas d'étoile jaune. Ça c'est différemment, oui. Il y a une différence entre un sujet et étoile jaune, oui. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. C'était très intéressant. Toda rabba. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Dernière question, Chaim, vraiment technique. Ok. Les gens demandent comment ils peuvent avoir accès à tes publications à toi ou à ce que tu fais à Yad Ben-Zvi, etc. Ok, alors je vais envoyer tous mes détails à Brigitte, avec qui j'étais en contact. Oui, elle va vous envoyer tout ça. Ok? Avec grand D'accord, on va le plaisir. diffuser, on va le diffuser. Merci Ok. infiniment, c'était vraiment intéressant. Au revoir.